On sait que les cryptos, notamment le Bitcoin, c'est volatile. On parle de quoi à peu près en termes de performance? On doit être sur 40% de performance et sur l'année dernière, on doit plus être à 111%. Il y a encore du moteur de performance ou tout a été fait entre guillemets? Nous, notre conviction profonde, c'est qu'on n'est qu'au début de l'histoire de cette classe d'actifs. La capitalisation totale des crypto-monnaies, c'est moins qu'Apple à date. On pense que oui, il y a de l'argent à gagner sur moyen long terme, que c'est une classe d'actifs volatile qu'il faut donc être à l'aise avec un portefeuille pouvant avoir par exemple une volatilité de 40%. Moi, je ne prends absolument pas de frais d'arbitrage ni de rétrocommission des market makers ou des plateformes d'échange. J'ai des intérêts parfaitement alignés avec ceux des clients. On arbitre, c'est qu'on pense qu'on a une bonne idée. On ne fait pas tourner les portefeuilles pour faire du chiffre d'affaires. Bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui, je suis ravi d'être avec vous, avec Edwin de Tredern, président d'AlphaCap Digital Assets. Aujourd'hui, on va évoquer des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'évoquer dans notre métier, des sujets plutôt modernes. On va parler actifs numériques, on va parler blockchain, on va parler crypto-actifs et surtout, voilà, cet univers-là. On va passer de l'autre côté un petit peu de la barrière et voir dans quelle mesure, effectivement, ça peut parfaitement s'intégrer dans le cadre d'une gestion de patrimoine un peu plus traditionnelle. AlphaCap Digital Assets, c'est le parfait intermédiaire entre, d'un côté, le volet plutôt finance traditionnelle qu'on connaît et le volet, effectivement, crypto, actifs numériques. Bonjour Edwin. Bonjour Philippe. Merci de me recevoir. Eh ben, écoute, c'est avec plaisir qu'on te reçoit pour ce moment qu'on va partager ensemble avec nos auditeurs. Est-ce que tu peux te présenter d'abord? Bah oui, avec grand plaisir. Donc Edwin de Tredern, j'ai cofondé AlphaCap Digital Assets, qui est finalement la filiale de gestion d'actifs crypto de Mata Capital, du groupe d'investissement Mata Capital. Ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que finalement, je suis la 4e génération à travailler en bourse. Donc, c'est là où je me permets de rebondir donc, sur la partie finance traditionnelle. Oui. Et on a la chance dans la société de connaître aussi très bien l'univers de la crypto, puisque nous travaillons en fait avec Baptiste Saint-Martin, juste pour donner l'exemple, qui lui est donc directeur général d'AlphaCap et secrétaire général de Mata Capital, et qui a été un des premiers mineurs de Bitcoin en France, a commencé en 2010 et a permis en 2017 et en 2018 à Mata Capital de tester les technologies de la blockchain dans le cadre de ses activités de société de gestion. Et notre directeur des investissements, François Lavial, lui, a fait du minage Bitcoin en 2015. Depuis, fait du trading et des investissements en crypto. Et moi, j'ai commencé à investir en 2018. Ok, parfait. Donc, effectivement, déjà un bel historique, parce qu'arriver effectivement en 2010, un petit peu dans l'univers de la crypto, c'est assez précurseur, parce que le Bitcoin, c'est 2008, pardon, la date Tout à fait. de début, de démarrage. Tout à fait. Bah, il est vrai que c'est très précurseur. Ce qui est intéressant en fait de voir pour prendre du recul, c'est que les toutes premières personnes qui se sont intéressées au Bitcoin, 2008, donc comme tu le mentionnes, et 2009, en réalité ce sont des ingénieurs télécoms ou cryptographes qui sont arrivés à Bitcoin dans le cadre de leur activité professionnelle, ayant des sujets de technologie cryptographique à mettre à jour. Et donc, au fur et à mesure de leurs recherches sur Internet, sont arrivés à découvrir Bitcoin. Et il y a une autre vague, plus 2010-2011, qui en réalité sont des gens qui sont arrivés à Bitcoin plus à travers les jeux vidéo. Donc, ce sont finalement aussi des gens qui sont très branchés informatique. Et parce qu'en réalité, je pense qu'on va l'aborder, mais les cryptos, c'est avant tout des logiciels qui ont des crypto-monnaies. C'est à la base, c'est ça. Donc, on a le Bitcoin à côté et peut-être les autres cryptos. C'est ce qu'on évoquera. Hein. Alors oui, on peut en fait décliner ta remarque sur plusieurs aspects. C'est que d'abord, il y a Bitcoin d'un côté parce que de toute manière, c'est 50% du marché crypto. Et ensuite, parce que le logiciel Bitcoin et la pièce Bitcoin, sa crypto-monnaie, ont une utilité très particulière et finalement n'ont pas vraiment de concurrents au sein de cet univers crypto, alors que d'autres crypto-monnaies et blockchain crypto, comme la numéro 2, l'Ethereum, avec sa crypto Ether, en revanche, peuvent avoir des concurrents.
Quelle est l'origine, notamment du Bitcoin? Pourquoi? Alors, je vais te répondre sur deux plans. D'abord, de manière plus générale, quelle est l'origine des cryptos? Ok. Au final, les logiciels crypto, c'est une lente évolution d'Internet et c'est construit sur Internet. Ça, c'est très important de l'avoir en tête parce que ça permet de prendre de la hauteur de vue. Donc, c'est pas du tout arrivé en 2008 ou en 2009 comme ça, sorti du chapeau. Ça finalement met en place des technologies qui, pour certaines, ont été créées au début des années 70 et pour d'autres... Ah oui, donc ça remonte déjà. Oui, et pour d'autres, bien sûr. premier papier de recherche sur la blockchain, c'est début des années 70 aux États-Unis. Et sur les technologies de cryptographie telles qu'utilisées dans le cadre des cryptos, c'est en fait une évolution de technologies qui ont été créées à la fin des années 70. Ok. Donc, effectivement, quelque chose historiquement déjà qui a 40-45 ans d'existence, en fait. Et au final, le logiciel Bitcoin utilise ces différentes technologies et les assemble pour pouvoir créer le logiciel Bitcoin, qui en réalité, qu'est-ce que c'est le logiciel Bitcoin? C'est avant tout un système de paiement international construit sur Internet. Donc tu dois avoir Internet, pour parler simplement, pour pouvoir l'utiliser, pour avoir un compte sur ce logiciel. Et ça va te permettre d'envoyer une pièce Bitcoin, la crypto-monnaie du logiciel Bitcoin, dans le monde entier, donc, en moins de 10 minutes. C'est-à-dire que la personne en face va le recevoir en moins de 10 minutes. Ce sera inscrit sur son compte. J'emploie ce terme exprès pour faire un parallèle avec le monde bancaire. Peu importe où il se situe dans le monde. Peu importe où tu te situes dans le monde, dès lors que tu as Internet. Donc en réalité, c'est un système de transfert de valeur extrêmement performant. Pour l'anecdote, le logiciel Bitcoin est quand même tombé 2 fois en panne en 15 ans d'existence, mais pas plus de 4 heures en tout. Voilà, je ne connais pas beaucoup de logiciels qui sont aussi tombés robustes. Si peu en panne. Voilà. Du coup, il y a eu des impacts réels sur cette panne ou... Non. C'est transparent. Vite résolu. Totalement transparent. Bitcoin, historiquement, déjà pas mal de temps, on va dire, que c'est là, en vrai, cette technologie-là. C'est arrivé, effectivement, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure en préparant ce podcast. L'élément déclencheur, ça a été notamment la crise de 2008, pour vraiment cristalliser et faire arriver le Bitcoin. Et après, il y en a d'autres. Qu'est-ce qui différencie vraiment le Bitcoin des autres cryptos pour toi? Alors, en fait, Bitcoin, tu as raison, ça a été vraiment créé en réponse, et ça on le sait de source sûre maintenant, en réponse au comportement des gouvernements suite à la crise de 2008, où ils se sont mis à émettre beaucoup de papier pour finalement sauver le système. Et ce papier émis a eu finalement un effet inflationniste et un effet d'érosion monétaire important, qui a été en réalité pressenti par les créateurs de ce réseau Bitcoin, et qui finalement ont créé un système de paiement dans lequel l'émission monétaire, donc la création de pièces Bitcoin, est organisée dans le temps, est connue aussi à l'avance, et est déflationniste. C'est-à-dire que chaque jour, prenons l'exemple d'aujourd'hui, chaque jour, il y a 450 pièces Bitcoin qui sont créées. D'accord. Et en fait, c'est organisé de telle manière que tous les 4 ans, ce nombre de pièces Bitcoin créées est divisé par 2. La dernière, c'est le fameux halving. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en avril 24. C'est-à-dire avant, il y avait 900 pièces Bitcoin créées tous les jours. Avril 24, il n'y en a plus que 450. Plus ou moins avril 28, il n'y en aura plus que 225, etc. Ce qui fait finalement... C'est un élément de rarification. Exactement. C'est que même on peut même dire la raréfaction est organisée finalement. Si on fait le penchant un petit peu sur de la finance traditionnelle, ce qui devient rare et cher, entre guillemets, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valorisation du Bitcoin, elle est connue d'avance, on sait que ça va monter. Quelle conclusion on peut en tirer? Alors, nous, selon notre analyse, notre conviction, c'est que sur le moyen long terme, au regard de l'adoption croissante de ce système, ça va monter, oui. Un exemple, donc c'est construit, les cryptos de manière générale sont construits sur Internet, spécifiquement donc Bitcoin est construit sur Internet. Quand on compare à la jeunesse et à la genèse même d'Internet, la progression, la croissance du nombre d'utilisateurs à celle de Bitcoin sur le même type de période, on voit que le nombre d'utilisateurs de Bitcoin croît 2 fois plus vite.
Donc ça, c'est un élément intéressant parce que ce sont au final, alors si on emploie des termes financiers, ce sont plutôt des actifs de croissance, enfin, comme les logiciels cotés en bourse d'ailleurs. Ok. Donc c'est intéressant et c'est même très important de monitorer le nombre d'utilisateurs, tout comme c'est important de monitorer les transactions réellement effectuées sur les blockchains et leur volume, et les frais qui peuvent être donc payés dans ce cadre-là au logiciel blockchain. Justement, si on y revient un peu, parce que je ne suis pas sûr que ce soit très très clair pour tous nos auditeurs, Bitcoin, blockchain, etc., etc. Comment tu peux cartographier cet environnement simplement? En fait, une blockchain, c'est un logiciel qui va utiliser différentes technologies que je peux te lister, notamment le réseau pair à pair. Alors moi, j'aime bien comparer en fonction de l'âge de l'auditoire avec Napster. Oui, sûr. Voilà, on connaît tous. On pouvait télécharger en fait de manière complètement illégale des musiques, des vidéos, des jeux vidéo, etc. Parce que en fait, notre ordinateur allait se connecter directement à un autre ordinateur, ne passait pas par le serveur. Ça, c'est le premier type de technologie utilisée. Le deuxième type de technologie utilisée, c'est une technologie de base de données qui est spécifiquement la blockchain, qui, si je dois être très synthétique, permet de finalement organiser différemment l'information dans les ordinateurs et c'est beaucoup plus efficace. J'ai également la technologie de cryptographie. Ok. Alors là, finalement, la cryptographie sur le sujet, ça va servir à quoi? Ça va servir à chiffrer la base de données et à chiffrer les flux entrants-sortants, en réalité. Alors, d'où ça vient, c'est très intéressant de voir, parce que ça permet vraiment de donner le sens de l'histoire. Comme je disais, au début des technos cryptographiques utilisés de nos jours, c'est la fin des années 70, et ça vient en fait en réalité de la création des emails dans les facs américaines, mais qui à l'époque n'étaient pas chiffrés fin des années 70. Et donc, comme le gouvernement américain pouvait lire dedans comme il voulait, comme les gens qui ont créé ces emails s'en sont rendus compte, se sont battus, légalement parlant, contre le gouvernement américain et ont gagné, ils ont été complètement à même de créer des technologies permettant de chiffrer les échanges d'emails. Donc au final, même de nos jours, l'email que je vais t'envoyer va être chiffré, mais c'est suite à ça. Et la lente évolution de ces technologies de cryptographie, en réalité, a donné ce qu'on utilise de nos jours pour les cryptos, mais c'est aussi vrai d'ailleurs, et ça l'était dès les années 90, pour les B-Box qu'on peut avoir chez soi. Donc la blockchain, c'est un cryptage, c'est une sorte d'un cryptage évolué. Ça utilise, entre autres, ce type de technologie, mais pas que. Ok. Et du coup, aujourd'hui, on parle d'une blockchain, de la blockchain ou des blockchains? Alors, on parle plutôt des blockchains. D'accord. Parce qu'en réalité, il peut y avoir un nombre important de blockchains, mais c'est finalement ce qu'il faut avoir en tête quand on est novice par rapport à ces sujets, c'est que c'est comme si j'avais finalement, je donne un chiffre comme ça, mais 10 réseaux Internet différents, un peu en parallèle, qui ne se parlent pas forcément très bien, voire ne se parlent pas. Il y a des blockchains, par exemple comme Bitcoin, qui vont être utilisés comme un système de paiement international, une base de données financières en fait, tout simplement. Il y a par exemple la blockchain numéro 2, Ethereum, qui fait quelque chose qui n'a absolument rien à voir, qui en fait est un réseau, un logiciel socle, un logiciel d'infrastructure sur laquelle on va venir construire d'autres logiciels qui vont proposer différentes utilisations, notamment financières par exemple. Et comme ça, ces gens d'ailleurs, Ethereum, ont des concurrents. Et donc toutes ces blockchains, qui ne servent donc pas forcément à la même chose, n'ont pas forcément les mêmes technologies de validation des transactions, eh bien l'objectif à très long terme, c'est de faire que finalement elles se parlent le mieux possible, voire très bien tout court. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que à date, par rapport à où on en est dans l'industrie, on est justement en train de travailler, enfin l'industrie est en train de travailler au fait que on développe également des technologies passerelles qui permettent de passer de l'une à l'autre. Aujourd'hui, on avait dit on parlerait crypto actif, actif numérique, blockchain, etc. Mais en fait, c'est quoi à peu près l'environnement? On parle de combien de crypto? Alors, quand on parle de crypto-monnaie, en fait, en réalité, on parle d'à peu près 25 000 crypto-monnaies dans le monde, avec un nombre X qui se crée tous les jours et un nombre Y qui meurt tous les jours. Donc, il y a des cryptos qui se créent tous les jours et d'autres qui disparaissent tous les jours? Oui, plus ou moins. Parce que c'est vrai que
entre guillemets, monsieur et madame tout le monde, donc on parle de crypto, oui, effectivement, on va parler du Bitcoin, on va parler un peu d'Ether, et après, très vite, si on devait interroger, nous, ne serait-ce que quelques clients hormis ceux qui sont effectivement très à l'affût et affûtés de cette classe d'actifs-là, je pense qu'on n'aurait pas beaucoup plus de réponses. Donc quand tu me dis 25 000, je trouve que c'est énorme. Toutes ces cryptos-là aujourd'hui ont de l'intérêt. Non, parce que tu me dis il y en a qui se créent, il y en a qui disparaissent. Aujourd'hui, vous travaillez, vous, sur à peu près un environnement de combien chez AlphaCap? Alors, déjà, toutes sur les 25 000 n'ont pas d'intérêt. D'accord. Et ensuite, nous, on travaille dans un univers de 1000 valeurs. C'est les 1000 principales. Ok. C'est-à-dire que ça va du Bitcoin à ce qu'on pourrait qualifier de large cap pour faire un parallèle avec le monde des actions. Ouais, bien sûr. Donc, c'est celles qui ont plus de 10 milliards de capitalisation. Aux mid cap qui ont 1 à 10 milliards de capitalisation. Et aux small cap ou petite capitalisation qui ont moins de 1 milliard de capitalisation. Sachant que si, par exemple, on se positionne sur la numéro 850, en réalité, on va être au niveau de la micro cap. Ça va être quelques dizaines de millions de dollars de capitalisation. Ok. Effectivement, on reviendra un petit peu plus tard sur les différents, sur votre proposition de valeur, les différents mandats que vous pouvez proposer, parce qu'effectivement, AlphaCap, si tu nous présentes un petit peu la proposition de valeur, justement, c'est des mandats de gestion en crypto, pour le coup, et plus particulièrement, effectivement, les mandats de gestion en crypto sont assez réglementés, et notamment par un statut que vous avez, qui est le statut de PSAN, qui permet aujourd'hui effectivement d'être, qu'on soit là, assis l'un à côté de l'autre à discuter. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, c'est quoi l'environnement aujourd'hui réglementaire de ton activité? Alors, même l'environnement réglementaire des actifs numériques en France a été décidé par le gouvernement et le législateur en 2019 par la loi Pacte, qui a créé en effet ce statut de prestataire de services sur actifs numériques et qui a également décidé de créer finalement une nouvelle classe d'actifs, les actifs numériques. Le législateur n'était pas obligé de faire ça, il aurait très bien pu décider, plus comme aux États-Unis, que les cryptos soient considérés et traités comme des instruments financiers, mais ce n'est pas la décision qui a été prise. Donc c'est vraiment une autre classe d'actifs. Alors ce qui est très intéressant, et pourquoi je dis ça, c'est parce que ça veut donc dire que le droit civil et le droit fiscal français s'appliquent, comme pour n'importe quelle classe d'actifs, comme pour des actions, ou comme pour un portefeuille titre, dans le cadre d'un compte titre par exemple, ou d'un PEA. Ça c'est important, et ensuite ce statut de prestataire sur actifs numériques permet en réalité, il est assez proche du statut de société de gestion, même si c'est différent, il permet en réalité de réaliser soi-même des opérations qui permettent justement de faire le cœur de mon métier, qui est celui de la gestion de portefeuille pour compte de tiers sur actifs numériques. Et donc pour pouvoir faire ce métier, moi si un client souscrit en euros, je dois pouvoir moi-même changer ces euros en crypto, pouvoir faire le trading crypto à crypto quand j'ai envie de passer un ordre parce que je pense que j'ai une bonne idée d'investissement, et conserver également les actifs des clients. Je crois que le sujet principal de la sécurité, c'est au niveau de la conservation. Oui. Et en fait, pourquoi est-ce que nous, chez AlphaCap Digital Assets, on a voulu pouvoir faire ça en interne? C'est parce qu'en réalité, ça nous permet d'avoir beaucoup moins de frottement opérationnel pour les clients et aussi beaucoup moins de coûts pour les clients. Du coup, moins de frais. Exactement. D'un point de strict point de vue opérationnel. Exactement. Ok. Vous êtes nombreux à faire cette activité-là sur la place? Peu. Ok, donc effectivement, statut très très particulier. Si on revient sur cette partie conservation, parce que je sais qu'on en avait parlé un petit peu en amont, les grandes forces aujourd'hui, et c'est ce qu'on disait, la faiblesse aujourd'hui d'un wallet en crypto, ça va être qu'est-ce qui se passe en cas de décès, est-ce qu'on arrive à le récupérer, en tout cas avoir de la visibilité dessus notamment. Est-ce que tu peux nous cibler un peu vraiment les 2-3 bullet points très importants du fait de travailler avec des acteurs comme vous et particulièrement AlphaCap? Enfin, la première question à se poser quand on réfléchit à s'exposer à cette classe d'actifs, c'est quelle est la sécurité qu'on va au final nous proposer. Et ça passe par la conservation. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on va acheter soi-même des cryptos sur les plateformes d'échange, sachant qu'après... Type Binance, et sachant qu'après, en plus, il faudra savoir quand arbitrer, etc. Mais même en dehors de ça, quel est finalement le droit de propriété que j'ai sur les cryptos? Je vais expliquer comment ça marche. Si j'ai une pièce Bitcoin sur Binance, elle va être inscrite sur le compte Bitcoin de Binance, avec toutes les pièces Bitcoin des autres clients. Or,
les crypto-monnaies en France, enfin en droit français, sont des actifs fongibles. Ce qui fait donc que si jamais la plateforme sur laquelle je détiens mes cryptos a un problème, comme on a pu voir pour FTX, oui. et ben en réalité, donc la plateforme qui a sauté pour rappel en 2022, en réalité, je vais, moi client, n'avoir que mon droit de créance à faire valoir dans le cadre de la liquidation. Okay. Et en réalité, comme on a eu la chance au sein de l'équipe de gagner de l'argent avec les cryptos, on n'était pas du tout à l'aise avec ce risque de contrepartie, cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête, puisque nous avions nos cryptos plutôt sur les plateformes d'échange. Et donc, nous, on a d'abord voulu en fait adresser ce sujet de droit de propriété en réalité pour nous-mêmes. Et ce qu'on propose finalement, c'est de fonctionner en compte ségrégé par actif et par client. En fait, c'est le même niveau de conservation que les banques suisses proposent en Suisse. Et concrètement, c'est quoi? Si je reprends mon exemple, le client il a du Bitcoin, il va avoir un compte Bitcoin à lui, avec que ses pièces Bitcoin à lui. Et c'est comme ça pour chaque actif et pour chaque client. Ce qui fait en réalité que ces actifs fongibles SES sont identifiés à tout moment. Et donc, si jamais moi, ma société venait à connaître des difficultés, le client ne se retrouverait pas avec son droit de créance uniquement pour pleurer, puisque ces actifs fongibles sont bien identifiés à chaque moment. Bien sûr. Il y a un autre sujet, moi, qui me vient souvent quand on me parle de sécurité, c'est qui est plus, je dirais, le sujet en amont, avant d'investir. Quelle est la sécurité qu'on me propose? Mais à l'inverse, j'ai investi. Finalement, quelle est la sécurité qu'on va proposer à mes héritiers au final, en cas de sinistre? Pour les investisseurs qui sont déjà positionnés. Ou qui seraient amenés à être positionnés, mais en cas de sinistre, si jamais il y a un décès, qu'est-ce qui va se passer pour la succession, pour les héritiers? En réalité, si vous avez donc vos crypto-monnaies sur les plateformes d'échange ou sur la clé USB améliorée, la Ledger, c'est compliqué à organiser, pour plein de raisons. Nous, le notaire, tout simplement, nous demande la valorisation du portefeuille à la date du décès, puis ça rentre dans l'actif successoral, avec bien évidemment les droits à payer. C'est vrai que c'est des sujets... Et les héritiers peuvent appréhender. On commence à le voir, arriver, effectivement, et ça peut être, on a eu l'occasion d'en discuter un peu, assez compliqué, effectivement, de retrouver la valorisation d'un portefeuille pour des questions d'accès, notamment. C'est pour ça, c'est très clair. Ok. Depuis le début, aujourd'hui, tu me disais tout à l'heure, vous gérez à peu près combien en termes d'actifs? On gère 15 millions, nous. 15 millions, ok, cool. Vous êtes positionné, donc, par rapport à vos portefeuilles depuis fin 2021, c'est ça. Aujourd'hui, par rapport à de la finance un peu plus traditionnelle, on sait que les cryptos, notamment le Bitcoin, c'est volatile. On parle de quoi, à peu près, en termes de performance? Tu vois, par exemple, sur l'année 2024, arrêtée à la fin du mois d'octobre, on doit être sur 40% de performance. Ok. Performance annuelle, ça va. Oui, c'est pas mal. On touche du bois toujours. Et on dit ça toujours chez nous avec beaucoup d'humilité. Parce que après, on sait comment ça fluctue. Exactement. Sur l'année dernière, je parle bien évidemment net de tout frais. Et sur l'année dernière, on doit plus être à 111%. Net de tout frais aussi. Donc quelqu'un qui a investi effectivement au 1er janvier 2023, aujourd'hui, il a quand même une perf aux alentours de 150, 160. Quoi. Alors, oui, mais tu sais comme moi que sur ce type d'actifs, il ne faut pas regarder que la performance. Donc il y a eu de la volatilité, voilà, je tiens toujours à le rappeler. Exactement. Il y en aura encore. Ce qui fait qu'il faut toujours être très mesuré dans le ticket qu'on investit si on souhaite investir. Après, effectivement, ça fait la transition un petit peu avec ce que je voulais aborder, mais effectivement, on n'est pas là pour discuter effectivement de trading, encore qu'on pourra y aller, mais de crypto. On est là vraiment dans le cadre d'une approche patrimoniale globale où les cryptos, globalement, représentent, on dirait, le haut de la composition d'un patrimoine. On est entre 2, 4, 5% maximum du patrimoine financier. Donc ça reste effectivement des montants qui peuvent être plus ou moins conséquents en fonction de la composition du patrimoine. Mais voilà, on reste vraiment dans cette structuration, dans cette pyramide. Ça reste des actifs particuliers, très volatiles, de relativement long terme, pour le coup, ça reste vraiment une classe d'actifs long terme, et assez intéressante à avoir en portefeuille. Alors on s'est amusé, surtout vous, chez AlphaCap, vous êtes amusé à essayer de construire le parallèle, et ça j'aime cette comparaison, ce graphique-là, justement par rapport à un portefeuille un peu classique, actions, obligations, tel qu'on pourrait le voir, vraiment un portefeuille
entre guillemets, monsieur et madame tout le monde, action-obligation, peut-être d'y rajouter un peu d'or, parce qu'on sait que l'or, ça reste une valeur refuge, assez décorrélée globalement des marchés, etc., etc. Et justement, vous avez construit un portefeuille, on va dire, un peu global, avec d'intégrer, entre guillemets, dans ces schémas de performance, un pourcentage, en l'occurrence 4% de crypto, de Bitcoin, dans un portefeuille comme ça. Et en fait, ce qu'on en tire, c'est ça qui est rigolo, c'est que si on intègre dans un portefeuille classique action-obligation à peu près à 4% de crypto, de Bitcoin, en fait, la volatilité, elle ne va pas forcément augmenter beaucoup, hein, si je reprends un petit peu ce qu'on s'était dit. Par contre, la performance, elle va quasiment être doublée. Et ça, c'est assez extraordinaire. Ça fait le lien en fait avec le fait d'aborder cet univers, cette classe d'actifs dans le cadre d'une gestion de patrimoine global et d'un portefeuille global. Non mais tout à fait, c'est qu'en réalité, si on parle en termes financiers traditionnels, c'est que le risque sur la crypto est extrêmement bien payé. Au regard du potentiel de performance et de la performance passée. Ce qui fait en réalité le sujet, c'est plus combien est-ce que j'en mets. Et en français, dans le texte, en fait, en réalité, dès lors qu'on en met de manière mesurée, tu évoquais 2, 3, 4%, donc dès lors qu'on en met de manière mesurée dans un portefeuille, il est vrai que ça contribue très fortement à la performance, ça peut la faire doubler en fonction des périodes, en ne dégradant pas le risque global et qui est souvent calculé de manière simple par la perte maximale encourue par le portefeuille à un moment. Et alors, nous notamment, on a regardé une période intéressante pour un client, qui est une période qui va du 15 octobre 2015 à fin avril 2023. Pourquoi intéressante? C'est parce qu'il y a beaucoup de fluctuations. Il y a eu à ce moment-là, il y a eu exactement, notamment 2 très gros cracks crypto, Covid, exactement, très importants, donc beaucoup de fluctuations, donc très juste en réalité, pour évoquer à un client ce que ça pourrait lui apporter dans le cadre de son portefeuille plus global. Donc en fait... c'est un bon outil de diversification au final. C'est ça, 100%. Il y a toujours une bonne raison d'avoir un peu de crypto dans son portefeuille. Par rapport à la construction globale de l'environnement, aujourd'hui, tu penses qu'il y a encore beaucoup de potentiel de performance? Parce que tout à l'heure, tu nous as donné des performances 2023 à 3 chiffres, des performances 2024 quand même à 2 chiffres plutôt intéressantes, etc. Aujourd'hui, entre guillemets, un client, quelqu'un qui veut se positionner aujourd'hui, il y a encore du moteur de performance ou tout a été fait, entre guillemets? Nous, notre conviction profonde, c'est qu'on n'est qu'au début de l'histoire de cette classe d'actifs. Pour prendre un peu de recul, la capitalisation totale des crypto-monnaies, c'est moins qu'Apple à date. Ah oui. Bitcoin, ça doit être 1/10 de l'or à peu près. D'accord. Donc, en fait, ça reste petit comme classe d'actifs. Et nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs dans le monde entier. Alors, moi, ce que j'aime bien dire notamment, c'est que, parce qu'on ne le sait pas trop en France, ailleurs dans le monde, et à peu près partout dans le monde, le Bitcoin, c'est de l'or digital, point. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de débat en réalité chez ces personnes. Et ensuite, une autre manière de le dire, c'est que les États-Unis sont en train d'essayer de monter un fonds de réserve sur le Bitcoin pour des raisons en réalité assez évidentes de souveraineté internationale où, on l'a compris, ils nous ont imposé leur dollar et l'extraterritorialité du dollar qui est un pouvoir exorbitant. C'est en train de changer parce que les BRICS n'en veulent plus. D'accord. Donc ils sont en train de se dédollariser. La question a été c'est combien de temps ça va prendre, 10, 20 ans, on ne sait pas trop. Et peut-être qu'aux États-Unis, le fait de monter un fonds de réserve Bitcoin est une manière finalement d'essayer de remettre la main sur quelque chose de rare qui leur échappe un peu et qui pourrait servir d'étalon à un moment ou à un autre aussi, à un niveau plus international. Comme l'or l'était jusqu'à ce qu'il fasse sauter les accords de Bretton Woods en 72. Donc en fait, on est au début de l'histoire, il y a encore plein de performances à aller chercher sur cette classe d'actifs-là, sur un univers... Selon notre analyse, toujours. Selon effectivement ton analyse, l'analyse AlphaCap, mais voilà, il y a encore pas mal de performances pour le coup, et sur un univers qui effectivement se veut quand même limité. Au final. Donc de la performance qui va se construire. C'est quoi tout à l'heure tu nous disais c'est 2140
l'année Ah oui, où on aura la fin du oui, Bitcoin. c'est à peu près 2140 où la dernière pièce Bitcoin sera créée. Parce qu'en fait, c'est un système de création monétaire qui est organisé dans le temps, de manière déflationniste. C'est fait exprès, hein. En gros, dit autrement, la rareté est organisée au fur et à mesure du temps. Donc, il suffit qu'il y ait de plus en plus de personnes qui en aient envie ou besoin pour que mécaniquement, en fait, ça assèche cette nouvelle offre. Aujourd'hui, il y a 450 pièces Bitcoin qui vont être créées. Il suffit qu'il y ait tout simplement 451 personnes qui aient 67 000 $ à investir. Qui est la valeur à peu près du Bitcoin aujourd'hui. Là, tout de suite. Pour que la 451e pièce, il va falloir aller la chercher dans le stock existant. C'est ça, donc forcément, exactement. Les cours. Okay. Exactement. L'environnement crypto a quand même pas mal changé, notamment avec certains véhicules d'investissement qui sont apparus, hein, comme les ETF, aujourd'hui, qui ont vocation un petit peu à rendre accessible, à démocratiser l'arrivée de cette classe d'actifs dans le portefeuille des clients. Aujourd'hui, c'était réservé soit entre guillemets, à des clients avertis, clairement, sur cette classe d'actifs, soit financièrement avertis, soit technologiquement avertis, soit conseillés, effectivement. Maintenant, on voit arriver sur des plateformes de compte titres, dans certains PER du marché, on voit arriver des ETF crypto, peut-être bientôt en assurance vie, etc. Comment tu vois ça par rapport à l'environnement, par rapport au marché? Tu vois ça d'un bon œil, pas d'un bon œil? C'est quoi un peu l'analyse que vous pouvez avoir chez AlphaCap de cet environnement-là? Notre analyse est la suivante, c'est qu'en fait, ça contribue à l'institutionnalisation de la classe d'actifs. Au passage, il faut savoir que chez Fidelity, la partie assurantielle aux États-Unis, dans l'équivalent de leur paire 1, les 401 k, on peut mettre du Bitcoin depuis décembre 2015. Oh là, c'est amusant, on a 10 ans après, on en parle en France. Bref, c'est rigolo. Et il est vrai que les ETF aux États-Unis, qui sont mono-sous-jacents, ce qu'on ne peut pas faire en Europe pour des raisons réglementaires, ont une collecte qu'on n'a jamais vue depuis la création de ces produits il y a plus de 30 ans. Donc ça, c'est quand même un point très intéressant. Au passage, quand on investit dans un ETF qui va acheter du Bitcoin, le propriétaire du Bitcoin, c'est BlackRock. C'est la société de gestion. Exactement. Pas du tout la personne qui a investi. Bien sûr. Et c'est pour ça que nous, on a monté une offre en fait qui permet aux clients d'être directement propriétaires grâce au mandat de gestion de par le droit civil français. Ça, pour nous, ça a beaucoup de valeur. Parce qu'en réalité, si la classe d'actifs prend... type de propriétaire. Exactement. Si la classe d'actifs prend, ceux qui auront un patrimoine qui va croître très fortement, c'est ceux qui seront vraiment détenteurs des bitcoins. Alors là où je rejoins ce que certains peuvent dire, notamment aux États-Unis, c'est qu'en effet, le véhicule d'investissement ETF, c'est un peu comme un fonds au final, ça permet de s'exposer à la performance purement financière d'un sous-jacent de manière assez simple. Mais pour nous, il n'y a pas que ça du tout à aller chercher sur cette classe d'actifs. On va parler un petit peu maintenant de la proposition de valeur. Aujourd'hui, vous mettez en avant chez AlphaCap 3 mandats de gestion. C'est ça, hein. 3 mandats de gestion, un mandat qui commence à partir de 10 000 euros, sur lequel on peut mettre des versements programmés, voilà, donc de l'investissement régulier en place, et un autre mandat à 50 000, accessible à partir de 50 000 euros, et un dernier mandat, là, effectivement, à partir de 250 000. Qui est quand même un peu plus spécialisé, surtout si on reste sur des ratios à peu près 5% du patrimoine financier, etc. Est-ce que tu peux nous les présenter globalement ou individuellement comme tu veux, mais nous dire un petit peu le moteur de performance et qu'est-ce qui les différencie hormis le seuil d'accès? Non, mais déjà, peut-être en effet présenter de manière générale comment est-ce que ces 3 mandats sont montés, si tu me passes l'expression. Parce qu'au final, le client ouvre un compte d'actifs numériques dans nos livres. On peut dire que c'est du nominatif pur, pour employer des termes qu'on connaît dans la finance traditionnelle. Le client ouvre ce compte d'actifs numériques en signant un mandat de gestion, dans lequel il va également nous déléguer la gestion financière de son compte d'actifs numériques. Ensuite, il y a la conservation donc, que j'ai évoquée par
compte ou wallet ségrégé par actif, par client, ce qui fait que le client, donc, comme on disait, est directement propriétaire à tout moment de ses cryptos, etc. Et ensuite, ça permet aussi, ce mandat de gestion, d'adresser le sujet de la transmission. Ça, je dirais, c'est le cadre commun aux 3 mandats. Ensuite, ce qui va différencier ces mandats, c'est ce sur quoi on va investir. En effet, dans le cadre du mandat accessible à partir de 10 000 € et sur lequel on peut mettre en place des versements programmés, nous, on va avoir un univers d'investissement qui est composé des 10 principales cryptos, donc les 10 premières, les 10 plus grosses, dont Bitcoin, dont Ether par exemple. Et c'est nous qui allons ensuite, en fonction de nos convictions, nous exposer plus ou moins à tel ou tel crypto et faire des arbitrages. D'accord. En fonction notamment du cycle de marché et de nos convictions, puisque nous, quand on va regarder un dossier d'investissement crypto, on va avoir d'abord un biais analyse fondamentale. Alors en 2 mots, c'est on veut comprendre à quoi ce logiciel crypto sert, quelle est donc sa proposition de valeur, est-ce qu'il y a des flux financiers, ça on aime bien, en bon financier, on est plus à l'aise. Et ensuite, quels sont les paramètres de sa crypto-monnaie ? Parce que c'est différent en réalité. Moi, ce que j'achète pour mes clients, c'est la crypto-monnaie du logiciel. Il peut très bien y avoir des logiciels magnifiques, mais qui ont des paramètres de crypto-monnaie qui vont être très inflationnistes. Et donc ça, on va moins aimer, parce qu'en réalité, nous, en bon financier, on n'a qu'une seule certitude, c'est qu'on va être dilué de X% par an. De là, gagner de l'argent, en fait, ça, je ne sais pas encore. Mais j'ai la certitude d'avoir ce boulet. C'est sûr. Okay. Ça, on ne va pas vraiment aimer. Ça, c'est le premier biais. Et ensuite, donc, quels sont les paramètres spécifiques de la crypto-monnaie ? Et donc, premier prisme d'analyse fondamentale. Et ensuite, pour gérer les entrées et les sorties, c'est là où nous, on va regarder l'analyse technique, donc les courbes. C'est très important de faire ça en crypto parce que c'est, les gens qui ont commencé à investir tôt sur cette classe d'actifs, en 2017, création des plateformes d'échange sur Internet, la seule information que les gens avaient, c'était la formation du prix. Il n'y avait pas du tout de note de broker. Là, je te parlais d'analyse fondamentale, ça n'existait pas vraiment, etc. Alors que maintenant, juste pour illustrer, il y a des dizaines de sociétés spécialisées sur la recherche crypto. Comme les gens ont appris sur le tas à faire de l'analyse technique, il y a une vertu autoréalisatrice qui est très importante. C'est là où finalement, on peut faire un comparable à ce niveau-là aux classes d'actifs plus commo ou devises. Matière première. Oui, pardon, matière première ou devise par rapport à l'analyse technique. Mais nous, on ne va pas acheter des valeurs que pour des raisons d'analyse technique. Parce qu'on trouve que en réalité, pour faire simple, c'est pas très sérieux quand on est un professionnel et surtout qu'on distribue sa solution à travers un professionnel du patrimoine comme toi. Sur le premier mandat, c'est l'univers d'investissement, c'est les 10 principales cryptos. Sur le deuxième mandat, accessible à partir de 50 000 €, là, nous, on a la possibilité d'ajouter des petites et moyennes valeurs crypto en portefeuille, de manière discrétionnaire. D'accord. Donc, pourquoi je précise de manière discrétionnaire, c'est qu'en réalité, ça va dépendre du cycle d'investissement crypto dans lequel on se trouve. Il y a des moments où il faut avoir beaucoup plus de petites et moyennes valeurs crypto, d'autres, comme en 2023 et encore jusqu'à présent, où en fait, il faut avoir assez peu, voire pas, de petites et moyennes valeurs crypto. On peut faire un parallèle comme sur les marchés actions classiques entre les small et mid et les large cap Complètement. Okay. Pour des raisons de flux. Oui. Qui sont les mêmes en réalité. Qui sont les mêmes, c'est toujours le flux en fait qui organise exactement. ces marchés. Après... Sur les marchés actions, comment ça se passe finalement ? C'est les investisseurs vont d'abord aller sur les large caps, puis la macroéconomie va aller mieux, peut-être que le prix de l'argent va coûter moins cher. Donc, ils vont vouloir finalement aller chercher plus de risques, parce que toute chose étant égale par ailleurs, ils peuvent espérer plus de performance, donc ils descendent en termes de taille de capitalisation, et plus on descend, plus on espère faire une grosse performance. Mais bon, bien évidemment, il y a la volatilité qui aussi s'amplifie au fur et à mesure. Et puis, au bout d'un moment, le marché se fait peur, ou le prix de l'argent augmente, donc c'est un peu en fait, on siffle la fin de la fête au final. Et donc les investisseurs veulent sortir, ne surtout pas être le dernier à sortir des petites valeurs qui sont les moins liquides. Parce qu'après c'est pas forcément liquide, c'est ça. Exactement. Et donc vont se replier finalement sur les large caps. Les GAFAM, on pourrait dire, ou les dossiers extrêmement visibles. Voilà, exactement. Sur le marché boursier, sur le cycle crypto, c'est exactement pareil. Sauf que, on va dire que les large caps, ce rôle est tenu par le Bitcoin.
Donc, en fait, une large cap, voire deux avec l'Ether. Ouais, même plutôt une, même finalement. Okay. Plutôt une. Et ensuite, une fois que les gens ont bien gagné leur vie sur le Bitcoin, ou considèrent avoir bien gagné leur vie, ils vont arbitrer faire des plus petites... vers Ethereum, etc. etc. Et D'accord. avec pour enjeu de savoir aussi sortir à l'inverse pour cristalliser finalement sa plus-value en revenant sur le Bitcoin, ou de nos jours, on peut aussi utiliser de manière, enfin en étant plus sûr de soi-même, les stablecoins. Ce qui était moins le cas avant, mais ils ont fait le travail qu'il fallait. C'est sûr. Okay. Par rapport justement aux différentes périodes, bull market, bear market, c'est quoi les grands cycles du marché du Bitcoin? Parce que je pense que c'est la large cap qu'on connaît le plus en termes de crypto. C'est quoi sur les 5-10 dernières années les grands cycles de marché bull? C'est très lié en réalité à la division par deux de la création monétaire donc au fameux halving. Au fameux halving, exactement. Où en réalité, donc le halving, c'est pas connu au jour près, mais c'est connu quelques jours près. On avait parlé. Cette année, et en fait, ce qu'on remarque de manière historique, c'est que 6 mois avant un halving, le marché a en général commencé à jouer ce halving. D'accord, c'est que le marché monte. Exactement, le marché monte. Et historiquement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur une performance réalisée dans le cadre d'un halving, c'est-à-dire 6 mois avant, et puis ça va jusqu'à 18 mois après, sur cette performance réalisée, 30% de la performance a été réalisée avant le halving, et 70% du reste de la performance, quand on regarde donc dans le rétroviseur, a été réalisée après. Okay. Il y a un élément un peu différent de nos jours, c'est que quand je vous dis ça, en réalité, à l'époque, il n'y avait pas les ETF Bitcoin aux États-Unis, qui donc ont énormément collecté. Donc c'est du flux, quand même. Exactement, et 30 milliards quand même. Et 30 milliards en combien de temps? Ça, on pourrait dire en 6 mois. Oui, c'est ça, c'est depuis le début de l'année. Oui, ça s'est fait assez vite, ça s'est fait très vite. Et en réalité, ce flux a donc acheté derrière du Bitcoin, mais ces ETF n'ont pas le droit d'acheter autre chose, donc le flux est entre guillemets un peu coincé sur le Bitcoin. Donc c'est peut-être aussi pour ça que cette fameuse descente dans les tailles de capitalisation n'a pas encore eu lieu, parce que tout simplement cet argent-là ne peut pas. Il faut que ce soit l'argent investi directement sur le Bitcoin qui bascule. Il n'y a que des ETF Bitcoin pour l'instant, il n'y a pas d'ETF sur l'Ether ou sur d'autres. Il y a des ETF sur l'Ether, mais qui ont été lancés fin juillet, très bon moment. Ah oui, d'accord. Et qui ont beaucoup moins collecté. Okay. Et pour parler aussi de cette blockchain, Ethereum déçoit un peu les investisseurs depuis quelques mois. Alors ça va te faire sourire, mais c'est finalement, on pourrait dire qu'ils sont dans une période value de leur cycle. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait un travail magnifique. Alors que c'est plutôt croissance. Hein. C'est censé être croissance, c'est du logiciel, donc de toute manière. Structurellement, c'est des actifs de croissance, mais qui sont en fait au milieu du gué. Ils ont finalement... Donc, ils existent depuis 2015. Hein. Ce sont eux qui ont inventé les technologies de contrats intelligents, smart contracts, qui permettent d'automatiser derrière énormément de tâches. Et ils ont réussi à passer d'un système de validation de leur base de données, des nouvelles transactions dans la base de données, qui était le même que le Bitcoin, consommateur d'énergie, à un système de validation beaucoup plus léger, on va dire ça comme ça. Ça leur a mis un certain temps pour le faire. Depuis 2 ans, en 2 ans, ils ont réussi à adresser le sujet de leurs frais de fonctionnement, puisque ça coûtait par moment objectivement vraiment cher de faire fonctionner cette blockchain, parce qu'à chaque fois qu'on l'utilise d'une manière directe ou indirecte, on paye en Ether, leur crypto-monnaie, à chaque fois qu'il y a une transaction faite. Ce qu'ils ont voulu faire a été bien fait. Donc ils ont bien délivré, j'aime bien ce terme finalement qui est très boursier, ils ont bien délivré leur programme, leur plan. Et là, ils en sont arrivés à un stade où, au final, ils ont presque trop bien délivré parce que les frais de fonctionnement que eux touchent ont diminué. Ce qui a déçu donc les investisseurs. Ils en sont arrivés à un stade où il faut qu'ils fassent le travail de réussir à récupérer une partie plus importante des frais de fonctionnement pour la blockchain de base, la blockchain mère, on pourrait l'appeler Ethereum. Tu nous disais des grands cycles, des marchés bulles, des marchés bear. Le halving a quand même une part importante dans la fluctuation, un petit peu, dans l'évolution, on va dire, globalement. Et le prix de l'argent aussi.
Oui, Je tiens à le préciser parce que d'accord. c'est peut-être le premier point finalement par lequel j'aurais dû commencer. Tu parles des taux d'intérêt, en fait, Exactement. c'est ça? Oui, oui, parce que ce sont des actifs risqués. Ça reste des actifs risqués. Ok, Et donc forcément, un prix de l'argent qui baisse, bah, c'est perçu comme une très bonne nouvelle. Un prix de l'argent d'accord. qui monte, même de pas beaucoup, comme de 25 bips Ouais, ouais. il y a quoi, il y a 2 ans maintenant, bah, c'est perçu comme une très mauvaise nouvelle. Ok. Et même il y a des positions derrière leveragées qui peuvent en fait devoir se déleverager et devoir vendre tout de suite, etc. Donc Donc, c'est un point très important. En fait, on est obligé quand on regarde cette classe d'actifs de tenir compte de la macroéconomie et notamment donc du prix de l'argent. ça m'amène à une suite par rapport aux échanges qu'on a pu avoir, etc. Parce que, effectivement, tu me disais tout à l'heure, en préparant cet épisode, au Vietnam, typiquement, bah, à peu près 30% des paiements sont réalisés, Oui, c'est le chiffre qu'on nous a donné. ouais, Ouais. sont réalisés en crypto ou en bitcoin. Bon, En crypto, en de manière crypto. plus Euh, vaste. Chez nous, aujourd'hui, en France, ou peut-être même de façon un peu plus globale en Europe, c'est même pas considéré comme une monnaie, en fait, parce qu'on peut pas payer aujourd'hui avec. Alors non, et merci pour la précision, en effet, en France, ce ne sont pas des monnaies. Donc ce ne sont C'est pas des écrit noir sur blanc dans crypto-monnaies. la loi. Ok. Non, Crypto-actifs. il faudrait plutôt parler en effet de crypto-actifs, tout à fait. D'accord. En revanche, tu peux faire une dation en paiement auprès du notaire dans le cadre d'une vente immobilière dès lors que ton... Donc tu donnes des bitcoins et Ouais, tu voilà, récupères bah, le bien. Enfin, c'est un échange, une dation, exactement. ok. Si le vendeur accepte, tu peux très bien, rien ne t'en empêche. Ok. Il faudra peut-être juste se mettre d'accord sur le prix finalement de Oui, la oui. pièce Bitcoin que tu lui envoies, ou pièce Bitcoin ou autre crypto. Un cours le jour de la transaction. Ou Ça, tu ça, pourrais ça. lisser sur un mois, faire une Oui, oui. moyenne. Ok. Et c'est quoi ta vision alors personnelle ou la vision d'Alpha Cap par rapport à ça? Tu penses que ça va devenir entre guillemets un moyen de paiement chez nous? Alors moi je pense que ça va devenir chez nous un moyen de transférer de la valeur, ce qui est un peu différent de Moyen système de de paiement, paiement, ouais, enfin bien de sûr. moyen de paiement. Et pourquoi je me permets cette précision, c'est qu'en réalité, comme je te disais, la pièce Bitcoin pour que tu la reçoives, si je te l'envoie, ça va mettre 10 minutes Hum. à date. Peut-être qu'ils vont pouvoir Ouais, ouais, améliorer le peut-être, système, bien sûr. ou ils sont Ce qui rentrés, est déjà pas mal. non, mais ils travaillent dessus, Ouais, etc. mais Ça peut mettre moins dans certains cas, euh, mais partons du principe que ça va mettre 10 minutes. Pour aller acheter mon pain, j'ai pas, enfin, tu vois, moi j'aime bien les choses très opérationnelles, c'est bien. très pragmatiques. Bah, on va pas attendre 10 minutes, c'est pas Oui, oui. opérationnel. Donc Ouais. peut-être qu'on utilisera un autre crypto actif pour ce faire, Ok. ou peut-être pas pour acheter du pain par exemple. Mhm. Mais en revanche, comme on le mentionnait, pour acheter un bien immobilier, c'est tout à fait possible. Euh, Autre Ok. exemple que moi j'aime bien citer, parce que j'aime bien les vieilles voitures, si jamais tu as une vieille voiture à vendre, que j'ai envie de te l'acheter, peu D'accord. importe où toi tu es dans le monde, peu importe où est ta vieille voiture, on peut Tu très peux bien utiliser faire ce une moyen, transaction. exactement, Ok. ce système pour transacter, exactement. Ok. Il y a un autre moyen un système pour transacter crypto très utilisé dans le monde, notamment dans les pays émergents, et qui illustre très bien ce à quoi ça sert en réalité, c'est les fameuses stablecoins. Mhm. Donc pour faire simple, un jeton doit être égal, est censé être égal à 1 dollar, 1 euro, Ok. etc. Parce qu'en fait, ça illustre bien le côté tuyauterie informatique qui permet d'envoyer de l'argent. Très concrètement, grâce à ce système, n'importe qui dans le monde, en moins d'une minute, peut transformer sa monnaie et donc acheter de l'euro, du dollar Stablecoin, hein, tu ou dis. autre. Oui, Ok. les stablecoins, exactement. Et en fait, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que les utilisateurs, ce sont les 5 milliards de personnes dans les pays émergents qui sont peu ou pas du tout bancarisés parce que pas du tout assez riches pour intéresser les banques. Et qui donc n'ont pas du tout de moyens de paiement. Mais ils ont une connexion Internet. Mais même pour être très clair, ils ont souvent un Ouais, smartphone, et exactement. un Starlink. Ils ont Starlink, oui, comme je te disais tout à l'heure, mais Tout à c'est fait. vrai. Ouais. Et ils peuvent donc, en moins d'une minute, transformer Ouais. on va prendre un exemple simple, leur livre turc, parce que C'est ça. c'est très Oui, bah, inflationniste ouais. pour eux malheureusement, en dollars Bien sûr. ou en euros au fur et à mesure. Et ça illustre très bien qui en fait et comment est-ce qu'on peut utiliser ce type de technologie. Et quand d'ailleurs on discute avec le patron de Tether, qui est le leader mondial américain, le leader mondial des stablecoins, D'accord. lui il dit extrêmement clairement que ses clients se situent dans les pays émergents.
Mais après ça se comprend. C'est vrai que, comme tu disais très bien, dans les pays où il y a moins d'institutions bancaires classiques, je pense que nous, on va y arriver, mais on va mettre beaucoup plus de temps, ne serait-ce que parce que le besoin, entre guillemets, il n'est pas forcément là. Aujourd'hui, alors que dans d'autres pays, c'est un vrai moyen, il y en a besoin, et ça a été un élément accélérateur. Ça, c'est évident. Tu fais peut-être référence indirectement au Salvador. Oui, qui est un bon exemple, pas, mais il y a aussi toutes choses étant égales par ailleurs, mais qui est un bon exemple d'utilisation. Ouais. C'est donc dollar, monnaie nationale, et Bitcoin depuis quelques années. En fait, avant que le Bitcoin devienne monnaie nationale, ils avaient 26% de leur population qui était bancarisée, et finalement, moi ce que j'ai compris, c'est que ce sont surtout les citadins qui étaient bancarisés, les gens plus riches, on va dire. Et depuis que le Bitcoin, et ils en ont donné à tous leurs citoyens, donc ils leur ont ouvert un portefeuille Bitcoin sur la blockchain Bitcoin, finalement, en leur donnant du Bitcoin, qu'ils minent en prenant de l'énergie de volcan, quand même, ou de la géothermie pour être plus précis, et ben en réalité, il y a plus de 80% de la population maintenant qui a accès à un système de paiement et qui donc, dit en termes simples, est bancarisé. Donc en fait, ils peuvent aller faire du commerce avec d'autres gens, alors qu'avant, c'était compliqué. De façon internationale. Et voire même de façon internationale, tout à fait. Dans les campagnes, ou en tout cas où il y avait moins de connexions. Le Brésil, pour prendre cet exemple aussi, est un pays qui est extrêmement pro-crypto, mais en termes de population, parce que c'est un vrai moyen pour eux d'échanger, c'est un vrai moyen pour eux en réalité de créer de la valeur. Oui, c'est ça, on en est là, la création de valeur, etc. D'ailleurs, ça me fait rebondir. On parle beaucoup justement de finances décentralisées par rapport à cet environnement-là. Qui dit décentralisé dit effectivement pas de tiers, pas de contrôle. Aujourd'hui, comment on peut mailler un petit peu cet environnement-là, alors que nous, aujourd'hui, quand tout à l'heure on parlait des taux d'intérêt, qui dit taux d'intérêt dit banque centrale, d'un côté, on a les banques centrales, évolution de taux d'intérêt, de l'autre côté, on a une finance décentralisée, des pays, on va dire, qui sont économiquement différents par rapport à nous qui on est, mais qui rentrent dans un autre univers sans contrôle. Donc aujourd'hui, d'un point de vue global, il y a vraiment deux vitesses. Il y a un monde très décentralisé, très crypto, et un autre monde plus traditionnel. Comment les deux arrivent à s'organiser, et encore pour combien de temps en vrai? Sans contrôle, tu oublies la Commission européenne, oui. Qui est en train de travailler sur une réglementation dédiée à la finance décentralisée, et qui est un sujet compliqué. Donc il faut en effet construire une réglementation pour encadrer, ne serait-ce que pour au final protéger le consommateur et éviter des arnaques odieuses objectivement. Oui, parce que ou des gens qui créent des projets qui s'en vont, bref. Et donc c'est en train d'évoluer, ça prend du temps. D'accord. Parce que c'est compliqué à réglementer, la finance décentralisée. Nous, on n'en propose pas dans nos on n'achète pas de dossiers liés à la finance décentralisée. On fait pas on fait pas de finance décentralisée parce que c'est compliqué à date de quantifier son risque. Donc, on a beau me promettre une performance X, si moi je sais pas quel est le risque, en fait, je sais pas si c'est bien payé ou pas. C'est ça. Okay. Si j'ai un client, comment ça se passe le parcours pour mettre en place un mandat de gestion chez toi? Alors, je me permets de commencer par le début. Je pense que tu allais l'évoquer, mais ça veut donc dire que tu dois faire un rapport d'adéquation. Ah oui, je passe toute la structuration patrimoniale, etc. Et qu'il en arrive finalement à ce que cette classe d'actifs, avec tout son potentiel de performance et la volatilité qui va avec, soit adaptée à son besoin. Et au final, l'acte en lui-même, il est très simple, puisqu'il a eu toutes les informations avant, les documents qui vont bien avec les frais, etc. avant. Et toi, le partenaire, tout simplement, crée le compte du client sur notre plateforme de souscription. D'accord. Il y a un KYC, bien évidemment, qui est fait, de manière classique et traditionnelle. Et ensuite, tout est complètement dématérialisé. Ok. Donc il y a une signature électronique du côté du client, de notre côté. Ensuite, il va faire un virement sur un compte ségrégué. Ce que tu nous disais tout à l'heure. Exactement. Pour bien identifier les cryptos. Exact. Pour bien identifier les euros du client qui vont servir ensuite à acheter des cryptos. Exactement. On est très processé.
Oui, très. Ouais. C'est plus simple. Et nous, on est très réglementés. Donc, oui, non, c'est assez logique. Plus spécifiquement, tout à l'heure, tu me parlais un peu frais, etc. etc. C'est quoi la structuration des frais du mandat, des mandats d'ailleurs, Alpha Cap? Très classique. Classique. Frais de gestion, frais de mandat classique. Frais de gestion, Ok. éventuels frais de surperformance. Ok. Moi, je ne prends absolument pas de frais d'arbitrage ni de rétrocommission des market makers ou des plateformes d'échange. J'ai des intérêts parfaitement alignés avec ceux des clients. Disons en français simple, si on arbitre, c'est qu'on pense qu'on a une bonne idée. On ne fait pas tourner les portefeuilles pour faire du chiffre d'affaires. Oui, ça, je pense que c'est un point très important. Tout comme oui, regarder aussi comment est montée la commission de surperformance. J'ai pas de frais de conservation. Ok. Ils sont compris Donc, dans les frais de gestion. Assez c'est très traditionnel. Simple, assez simple et plutôt. Et très plutôt transparent. bas, oui, par rapport à... oui, c'est pas très cher, on peut dire ça. Non, mais oui, c'est sûr. Après, c'est vrai que ça reste vraiment une classe d'actifs 100% pertinente à avoir, à mettre en place. Dis-moi. Et c'est surtout aussi qu'un client qui aurait envie de toute manière de faire ça tout seul, pourquoi pas? De gérer tout seul, tu veux dire. Ou de s'exposer tout seul à de la crypto, Okay. Pourquoi pas? Mais ça va lui coûter de l'argent aussi. Donc oui, nous, on est à 100% convaincus, effectivement, la classe d'actifs crypto, actifs numériques, est pertinente à mettre en place, effectivement, dans un patrimoine, pour des pourcentages, effectivement, qui sont à valider. Il y a de la volatilité, on le sait, ça reste un actif de long terme, un actif volatile de long terme, mais effectivement, intéressant à mettre en place, que ce soit d'ailleurs... à titre privé en direct, que ce soit effectivement dans des holdings patrimoniales à l'IS, voire de la trésorerie très long terme pour partie de sociétés plutôt commerciales, parce que c'est ce que vous faites aussi. Hein. C'est ça à peu près vos trois types de clients, c'est clients privés, holding patrimonial, plutôt à l'IS, hein, et société commerciale pour de la gestion de trésor long terme. Okay. Et la grosse force aussi derrière qu'on peut avoir chez vous, c'est la visibilité, notamment en matière de succession, qu'on peut avoir un peu de mal, l'identification des cryptos, la ségrégation des comptes, donc plein de points. La sécurité, en fait, au sens avec un grand S, la sécurité juridique, la sécurité fiscale aussi, parce qu'après, ce petit point-là est toujours important à mettre. Tant qu'on n'a pas repositionné en euros, on ne passe pas par la case fiscalité, donc ça, c'est quand même important. À date, précisément. À date, oui. À l'heure où on se parle, à l'heure où on enregistre, ça, c'est clair. Et après, la partie, effectivement, transmission globale. Il y a des montages un petit peu particuliers qu'on peut rapprocher, parce que tu nous disais tout à l'heure, l'univers, ce que tu proposes, ça répond à tous les critères du droit civil classique. Donation, pourquoi pas purge des plus-values. Bah oui, puisque tu t'appauvris. Ok, exactement. Il y a des logiques du démembrement, tu nous parlais un petit peu tout à l'heure aussi, c'est des choses qui existent. Le démembrement, c'est plus complexe dans le sens où, oui, tu peux démembrer le compte d'actifs numériques. Okay. Après, est-ce que la question rigolote, c'est est-ce que tu peux démembrer un bitcoin spécifiquement, puisqu'en effet il n'y a pas de revenus, donc ça c'est pas encore très clair. Est-ce que tu peux démembrer de l'Ether, sachant que tu peux avoir du revenu là pour le coup? Oui, probablement, tu vois, beaucoup plus. Donc ça, il faut vraiment étudier en détail si on veut démembrer spécifiquement une crypto-monnaie. Et nous, on connaît des notaires qui peuvent accompagner sur ces sujets. D'accord. Ah oui, c'est intéressant. C'est vrai que ce type de stratégie... Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose d'autre avant de conclure pour nos auditeurs ? Oui, nous, j'ai envie de finir de communiquer notre conviction. C'est que nous, on est intimement convaincus finalement que les cryptos sont une révolution en marche qui devrait apporter beaucoup de valeur à l'écosystème technologique et Internet plus spécifiquement, probablement autant qu'Internet au Minitel. Le sujet pour nous derrière, c'est plus combien est-ce qu'on en met, et nous on pousse vraiment pas du tout à la consommation, on pense qu'il faut être très raisonnable. Tu veux pas me dire comme BlackRock, 27% du patrimoine oui. Non mais ça c'est intéressant à dire, tu vois, par exemple, en effet, merci de me le rappeler, c'est que BlackRock donc il y a des ETF Bitcoin, a très envie de vendre des ETF, peut-être même a très envie de posséder des Bitcoins tout court, grâce à l'argent des autres. Vu comme aussi. Ça, c'est
ça fait réfléchir. Et donc, il disait, il y a quelques mois, quand il faisait la tournée de tes confrères aux États-Unis, qu'il fallait avoir 27% de Bitcoin en portefeuille, alors qu'il y a, c'est énorme. Je sais pas, je sais, je l'avais entendu. 3-5 ans, au final, leur patron disait que le Bitcoin, c'était absolument n'importe quoi. Et qu'il fallait surtout pas en avoir. Exactement. Donc, bon, ça laisse un peu songeur, quand même. C'est intérêt financier. Donc, nous, on pense que, oui, il y a de l'argent à gagner, sur moyen long terme, que c'est une classe d'actifs volatiles, voire très volatile, qu'il faut donc être à l'aise avec un portefeuille pouvant avoir par exemple une volatilité de 40%. Et donc pour ça, en fait, en réalité, c'est quoi ? Il ne faut pas avoir besoin de cet argent demain matin, il faut avoir une taille d'investissement qui le permette. Et c'est pour ça que finalement, toi, ton rôle, il est essentiel pour accompagner les clients, pour s'exposer dans des très bonnes conditions de sécurité, et de manière raisonnable. Parce que les gens regardent d'abord cette classe d'actifs pour la performance. Alors, on n'a pas parlé des arnaques, mais on aurait pu. On aurait pu. On peut finir là-dessus. Hein. Oh, c'est un peu glauque, on essaie de finir sur un truc plus sympa. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'arnaques de manière générale sur les produits financiers, le crédit, etc. Et les cryptos, entre autres. Parce que il y a la performance passée qui a été très importante. Une performance à 3 chiffres, ça fait toujours rêver. Exact. Oui, mais il faut faire attention. Et il y a des gens crédules. Exactement. Et il faut savoir qu'il existe des vraies fausses plateformes. C'est des vrais sites internet. Des vraies fausses plateformes. Ah oui, non, mais parce que c'était malheureusement extrêmement bien fait. Donc ces vraies fausses plateformes internet, c'est un site internet sur lequel vous allez faire pour de vrai votre KYC, donc mettre votre CNI, mettre votre justificatif de domicile. Vos revenus, votre patrimoine. Probablement. Sûrement, parce que et ensuite, vous allez envoyer... Moi, les très nombreux cas qu'on m'a remontés, les gens ont toujours été très raisonnables en bon père de famille au début, ont mis des petits montants. Donc comme ça marchait très bien, ils rajoutaient. Et le jour où ils veulent racheter, comme par hasard, il faut qu'ils renvoient 30 000 € pour avoir les 100 000. Enfin, je simplifie, mais au final, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et donc l'argent est complètement perdu. L'argent n'a tout simplement jamais été investi sur les cryptos. Donc faut travailler avec des interlocuteurs professionnels de confiance qu'on connaît. Enfin, voilà, pas se dire, moi je vais le faire en direct sur Internet. Il y a des vraies plateformes, il y a des vraies fausses plateformes. Voilà. Non, attendez, le sujet c'est finalement les élections américaines. Ah oui, alors on enregistre. Exactement. On ne sait toujours pas. On ne sait toujours pas qui va être élu. Ce qu'il faut savoir, au final, pour résumer, c'est si jamais Trump est élu, son objectif extrêmement clair pour des raisons d'innovation technologique, c'est que les États-Unis deviennent le paradis de la crypto. Donc probablement derrière le cours de crypto. D'où les réserves en crypto que tu nous disais tout à l'heure. Alors ça, c'est même bipartisan. En fait. C'est pas que Trump. Ouais. Et donc au final, peut-être que s'il passe, les cours devraient monter assez vite, entre guillemets. À l'inverse, si Kamala Harris est élue, elle-même a dû faire un pas en avant par rapport aux électeurs américains détenant de la crypto, parce qu'il y en a plusieurs dizaines de millions, donc ce sont des électeurs avant tout. Donc il faut adresser leurs préoccupations. Elle-même a dû mettre de l'eau dans son vin, comme on dit, et donc de toute manière, quoi qu'il arrive, l'environnement pour la crypto aux États-Unis sera beaucoup plus favorable suite à l'élection américaine. Dans les jours à venir. Probablement si Kamala Harris est élue, ça montera beaucoup plus dans la durée. Mais ce sera selon notre analyse favorable, quoi qu'il arrive, à l'environnement crypto. Et espérons aussi qu'en Union européenne, on se mette un peu à la page. On se mette à la page et qu'on avance dans la bonne direction par rapport à ça pour réussir à construire des leaders européens de ces technologies d'avenir du XXIe siècle. Tout à fait. Je pense que ce sera un très bon mot de la fin. Essayons en Europe de devenir leader de ces nouvelles technologies. Merci Edwin. Merci beaucoup pour ce moment partagé ensemble. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur l'environnement crypto actif de façon globale. Et voilà, en tout cas, effectivement, c'est une solution à intégrer dans votre patrimoine de façon proportionnée en fonction du niveau de risque, etc. Bonjour Patrimoine, et l'ensemble de ses collaborateurs sera là pour vous accompagner, bien entendu. Merci Edwin, et à bientôt. À bientôt.